Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir chers internautes, vous êtes sur ESAE TV et c'est le lundi. Quand c'est le lundi, vous savez très bien que c'est votre émission de décryptage de l'actualité internationale. Cet après-midi, nous irons au Mali et nous allons parler du projet de constitution. Les groupes armés du Nord s'opposent. Après, nous parlerons des ports africains bientôt hors de la portée de Bolloré. En Ukraine, l'aide pour l'Ukraine, le FMI valide un plan de 15 milliards de dollars. Et enfin, nous allons terminer par le Brésil. Après plusieurs mois d'absence, l'ancien président rentre enfin dans son pays. Pour en parler, je reçois pour vous Morgana Sokba-Metondi, consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Vous nous avez manqué. C'est vice-versa. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Et le jeune. Tout se passe bien. Chers amis internautes, voilà le décor ainsi planté. La toute première question de cet après-midi. Après les principaux partis politiques, puis les associations religieuses, les mouvements armés impliqués dans le processus de paix pour dire non à la nouvelle constitution malienne. Je dirais simplement que c'est un nouveau développement qui mérite réflexion pour le gouvernement Goïta. Et cette réflexion devra se faire sur plusieurs plans. Nous pouvons apprécier que jusque-là, la plupart des réflexions qui mettaient en difficulté le programme d'action du gouvernement Goïta se faisaient par rapport aux acteurs externes, à savoir les partenaires ou tous ceux qui semblent ne pas aller dans le sens de la dynamique de ce gouvernement. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons tous les acteurs internes qui semblent s'opposer à ce projet de constitution, il est clair que même si on peut se permettre de faire une réflexion des acteurs externes, il est important de faire une réflexion de la dynamique intérieure de ce pays-là. Et je pense que la meilleure stratégie que pourrait avoir ce gouvernement Goïta à l'heure où nous sommes, c'est bel et bien de créer un cadre de dialogue permettant à ces différents acteurs qui s'opposent à la question, surtout lorsqu'on parle de forces armées, qui constituent un acteur très important. Il s'agit de l'armée qui est au pouvoir et qui est en train de diriger le processus de transition vers un État plus stable au niveau du Mali. Si une partie de ces forces armées-là se retrouve dans une dynamique d'opposition, eh bien, il est nécessaire de ramener tous les acteurs à la table de négociation et de trouver la meilleure démarche. Si d'aventure ceci n'était pas fait, je pense que le gouvernement Goïta va se retrouver une fois de plus probablement face à une situation où la transition entamée devra donner naissance à une autre transition. Alors lorsque Morgane dit qu'il faille que tous les acteurs impliqués dans ce processus de paix se retrouvent pour un nouveau round d'échange, c'est même... groupe estime que le texte qui devra passer par référendum, ils ont constaté que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Est-ce que ce n'est pas là un piège pour la transition à Assimi Goïta? J'ai beaucoup plus l'impression qu'au Mali, les habitudes ont la peau très dure parce que ce projet de réforme constitutionnelle a été entamé il y a plusieurs années déjà. Sous ATT,
ce projet de réforme constitutionnelle est venu sous ATT, qui était président en 2002 et 2012, renversé d'ailleurs par un coup d'État. Ensuite, à sa relève, Ibeka, qui a ramené le projet en avant en 2017, et il s'est aussi, je vais dire, il a eu en face de lui une forte opposition, et c'est quasiment les mêmes choses quand on revient en 2023. En 2023, déjà en 2022, une première fois, il y avait une proposition du premier gouvernement issu du premier coup d'État de 2020 qui avait proposé la même réforme constitutionnelle. En réalité, c'est des traits qui sont quasi similaires au sein de cette réforme constitutionnelle. Le Mali est un régime semi-présidentiel et la réforme constitutionnelle veut amener le régime malien semi-présidentiel donc à un régime présidentiel qui va donner plus de force au président et par conséquent on va rendre responsable devant le président, le gouvernement et le premier ministre qui est d'ailleurs nommé désormais par le président. Ça, c'est des dispositions très fortes parce que dans un régime présidentiel à l'image du Bénin, on a un président qui est hyper fort, qui est hyper dominant, qui anime quasiment la vie politique à lui tout seul. Et face à ça, vous avez des groupes du Nord, je vais dire du Nord Mali, qui s'opposent perpétuellement à ça. De 2012 à 2023, ça n'a pas changé. Pas du tout. Il revendique quasiment la même chose. On ne veut pas un président hyper fort au sein de la République. On ne veut pas de Sénat, en tout cas pas ce Sénat sous cette forme que propose la Constitution. Parce que la nouvelle Constitution propose quoi? Un Sénat, donc un Parlement bicaméral où on aura la présence d'un Sénat afin de mieux représenter la partie nord du pays. Et l'autre chose aussi comme réforme au sein de cette constitution, c'est que le Mali passe de 8 régions à 10 régions pour justement inclure le nord au sein de cette réforme parce que le nord est très peu habité, la densité de la population avec la guerre encore en plus avec la guerre et les attaques djihadistes dans cette partie du nord, eh bien il fallait plus d'actions pour impacter la région du Nord. Mais moi, je trouve que la proposition de cette réforme constitutionnelle va de droit ou va de pair avec les objectifs d'Assimi Goïta, d'une part, et avec les politiques maliennes d'autre part. Parce que quand vous faites un peu l'historique depuis 2012, les politiques maliennes se sont rangées autour de cette réforme. C'est vrai, il y a eu des contestations, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations contre certaines dispositions de cette constitution, mais la majorité l'emporte de toute façon en démocratie. Pourquoi donc en démocratie, on ne va pas laisser cette majorité s'exprimer via un référendum pour laisser les peuples être maîtres de leur propre destin? Je ne vois pas pourquoi c'est des groupes politiques, c'est des leaders politiques qui s'insurgent ou regroupent quelques manifestants dans les rues ou encore des groupes militaires ou des groupes armés qui peuvent jusqu'à aller fragiliser les accords d'Alger de 2015. Parce que ces accords d'Alger obtenus en 2015 sont ceux sur quoi repose l'unicité malienne depuis 2015. Alors, on a un nord fragilisé, le terrorisme est présent, les mouvements de rébellion sont présents et en plus l'État malien est en train de perdre de plus en plus de terrain et d'allant dans ces régions. Donc il est très important qu'on puisse sauver les accords d'Alger, ça c'est une chose. Deuxième chose, il est très important qu'on puisse mettre en avant l'union collective. L'union collective, dans le sens où si on perd cette union collective, évidemment, le projet de constitution vous n'êtes pas le seul sur le plateau cet après-midi. Nous allons aussi permettre un peu à monsieur Morgan de pouvoir nous dire quelque chose. Les autres acteurs disent non, mais le pouvoir de transition dit oui. Alors, est-ce que là, on ne se retrouve pas face à un impasse? Et dans ce cas, le consultant en géopolitique que vous êtes, est-ce que ça ne complique pas un peu les choses au niveau de ce pays, le Mali, et au niveau du Sahel également? Oui, c'est évident qu'il y a une complication, puisque c'est un nouveau développement qui va certainement rendre le processus, du moins un peu plus lent.
parce qu'il faut résoudre ce problème. Et quand cela impacte le Mali, naturellement, qui semble être le centre même de la problématique sécuritaire dans le Sahel, c'est clair que l'effet domino va emporter l'impact ou les conséquences de ce blocus-là au niveau des autres États. Il faut rappeler ici que la question du référendum n'est pas très convaincante comme solution vis-à-vis de cette question. Pourquoi? Parce que on se retrouvera dans un contexte où l'élection qui était censée avoir lieu et permettre d'avoir un gouvernement régulier, accepté par tous, les raisons qui ont fait qu'on ne soit pas ou qu'on n'ait pas opté pour une élection se posent aussi par rapport au référendum. L'effectivité gouvernementale du Mali, bien que le Mali fait ressortir des éléments d'information qui montrent que le Mali est en train de récupérer son territoire, cela reste encore à prouver. Et donc, dans de telles conditions, si on fait un référendum, est-ce que ce référendum traduirait effectivement la volonté du peuple? C'est la grosse question. Mais lorsqu'on tient compte des acteurs majeurs d'animation de la vie politique du Mali, on se rend compte que tous les acteurs qui ont été cités et qui semblent s'opposer constituent ceux-là même qui sont organisés dans les différentes régions considérées aujourd'hui du Mali. Les acteurs politiques, les leaders religieux et ces groupes de forces armées. Et donc aujourd'hui, la question est de savoir quel est l'impact ou la crédibilité ou le poids en matière d'opinion publique de ces différents groupes. Si ces différents groupes sont avérés avoir un poids politique considérable, c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse échanger avec eux au niveau de la table de négociation pour trouver la meilleure démarche. S'il y a une décision qui est prise sans avoir pris en compte les préoccupations de ces groupes, je continue de le dire, le gouvernement Goïta risque de se retrouver dans une situation où il faudra une nouvelle transition puisque les dispositions qui seront un balayeur prises, qui risque d'être balayé. Quand on sait comment ça se passe au Mali. Et on ne sait pas, peut-être il sera balayé par lui-même encore. Parce que la question, si on se réfère à ce qui s'est passé au Mali jusqu'à présent, on a eu un coup d'État, dans un coup d'État, et la transition qui était prévue au départ a été prolongée. Et donc, si même d'aventure, on ne trouve pas un balayeur digne de ce nom, il va falloir encore prolonger la transition puisqu'il y a un calendrier qui devrait être respecté. Et si ce blocus n'est pas réglé, automatiquement, en créant un cadre de discussion pour qu'on puisse trouver une solution, le calendrier va être encore prolongé. Alors, dites-nous un peu, dans un pays divisé avec autant de crises et autant de déplacés également, est-ce que, sans l'aide de la communauté internationale, les autorités de Bamako pourront-elles s'en sortir? Pour le propos, déjà, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Le Mali n'est pas aussi divisé comme on le dit. Je ne connais pas de pays africain, surtout dans cette région, qui soit uni à 100%. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes au moins d'accord que le Mali est divisé en deux. Tous les États africains, en tout cas de cette partie de l'Afrique, sont divisés. Non, on ne parle pas des autres États, mais on parle du Mali. On pourrait revenir là-dessus parce que historiquement, vous savez, on a hérité d'une cartographie et d'une géographie étriquée et tronquée en même temps. Donc cet héritage perpétué jusqu'à l'heure où nous parlons, eh bien, ça a des conséquences. Ça, c'est factuel, c'est pas la faute du Mali. Mais je reconnais par ailleurs que le Mali subit de multiples crises. Oui, ça s'entend. Et ces crises sont exacerbées par une franche partie du Nord qui revendique une autonomie depuis plusieurs années. Et je pense que peut-être le mal vient de là. Finalement, on se rend compte que le mal vient de là. Et moi, la communauté internationale comme le sauveur, je dis non. Parce que je trouve que cette même communauté internationale est un frein et un danger pour le Mali. Parce que quand vous prenez un peu quand vous voyez la façon dont ça se déroule, surtout ces groupes, le CMA en question, le CMA n'a pas vraiment un allant vers une unicité du Mali, à proprement parler. Parce que depuis plusieurs années, ils revendiquent une autonomie, ils revendiquent une indépendance. Il y a eu les accords de Ouagadougou, 2013. Il y a eu ensuite les accords d'Alger, puisque le précédent a échoué à Ouaga. 2015, accord d'Alger. Et aujourd'hui, la paix relative qu'on a au Mali, c'est grâce à ces accords. Maintenant, si le gouvernement de transition fait une étude
et propose une constitution sur la base, bien entendu, de la consultation de toutes les forces vives, parce que pour que cette constitution puisse passer en projet, il a fallu consulter les forces religieuses, il a fallu constituer les forces politiques, il a fallu consulter la société civile. Donc pour moi, le peuple, c'est déjà ça. Et si sur cette base, les dates sont avancées, et vous vous levez pour dire et contester la Constitution parce que le président serait hyper fort au sein du nouveau régime et que certains arrangements ne vous correspondent pas, je trouve que c'est un frein pour le projet d'Assimi Goïta, pour le projet du Mali, clairement. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la communauté internationale qui puisse être un médiateur pour régler le problème. Parce que moi, j'ai déjà vu comme étant inquiétant le fait que les membres de ce CMA puissent se retrouver à Alger en février. Ils avaient rencontré le président Tebboune, le président algérien, et le ministre des Affaires étrangères pendant une semaine pour discuter de quoi sans la présence du gouvernement malien. C'est suffisamment grave. Donc, il ne faudrait surtout pas laisser la communauté internationale, ou je ne sais pas ce que vous mettez dans communauté internationale, mais il ne faudrait pas du tout que cette communauté internationale s'interfère dans le processus. L'unicité du Mali concerne les Maliens. Et je pense qu'ils sont, avec le gouvernement de transition, sur la bonne pente pour pouvoir relever leurs défis. Alors justement, dites-nous un peu aujourd'hui, quel est l'avenir du Mali selon vous dans ce contexte de division? Et de l'autre côté, est-ce que vous croyez que si les préoccupations de ces groupes armés avaient été prises en compte, on allait subir ce rejet de ce projet de constitution? Il est important déjà de dire que assis ici, nous n'avons pas l'information qui nous permet d'évaluer si leurs préoccupations avaient été prises en compte ou pas. C'est ce qu'ils disent. Peut-être que cela a été pris en compte et qu'ils ont de nouvelles préoccupations. C'est une éventualité à ne pas écarter. Et que ces nouvelles revendications pourraient être nées d'une meilleure réflexion ou d'une consultation extérieure. Maintenant, si on est dans le cas où ces revendications sont nouvelles et qu'elles sont nées de consultations extérieures, on comprendrait la volonté du gouvernement Goïta d'aller jusqu'au bout de son processus. Mais si on est dans une réalité où les préoccupations qui étaient censées être prises en compte au préalable, aujourd'hui se retrouvent ne pas être prise en compte dans le document de projet final mis à la disposition des différents partis pour appréciation et pour qu'on commence l'étude, je pense qu'on a un sérieux problème. Maintenant, est-ce que la division est un facteur qui va, présenter un échec du processus? On dira oui. La division, pas en elle-même, mais la capacité à gérer ces situations de crise qui sont propres à toute démocratie. Vous savez, la beauté de la démocratie, c'est la diversité d'opinions qui arrivent quand même à s'accorder par rapport à un objectif général. Et aujourd'hui, on sait que l'objectif général au Mali, c'est de passer cette transition et d'aboutir à un pays plus stable sur le plan politique afin d'entamer le processus de développement. Est-ce que cela peut se faire sans la communauté internationale? Il faut dire que ce n'est pas possible si on tient compte du sens spécifique et général de la communauté internationale. Sens général, on se réfère à tous les acteurs, qu'ils soient du côté du Mali ou pas. Il faut dire qu'il est important quand même que ces acteurs jouent un rôle. Maintenant, leur rôle n'est pas un rôle primordial, n'est pas un rôle sans lequel on ne peut pas évoluer. Mais il faut rappeler que si vous prenez le thème communauté internationale dans son sens spécifique, où le Mali entend même dans son état actuel, avoir des relations très amicales avec des pays comme le Burkina Faso et la Guinée et bien d'autres qui ne se sont pas forcément déclarés, c'est important de tenir compte de l'avis de ces acteurs externes, puisque ce sont les acteurs qui ont décidé d'accompagner le développement au Mali. Aujourd'hui, si on doit aller à un référendum, je pense très bien que le référendum a un coût.
et le coût de ce référendum et toute autre disposition qui doit être prise, est-ce que le Mali aujourd'hui a les capacités économiques d'assumer ce qui est en train de se préparer et de continuer à exister comme un État suffisamment qui arrive à satisfaire les besoins économiques de ces populations? La réponse doit être non, puisqu'on connaît la situation économique difficile du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali, dans sa dynamique de coopération avec certains États qui devraient accompagner son développement, a commencé déjà à annoncer les couleurs et ce serait difficile de continuer sans l'intervention de ses collaborateurs. Alors, autre sujet, les ports africains bientôt hors de portée du nom Bolloré. Après la pluie, le beau temps dans les ports africains, le nom Bolloré serait en passe de disparaître. Hamzat. Oui, vous savez, dans le processus de l'évolution, il est clair et il est clairement établi d'ailleurs que rien n'est coulé dans le marbre. Donc je crois que c'est sur ce principe de l'évolution que le groupe Bolloré a cédé ses actifs au groupe MSC, un groupe italo-suisse. Et avec surtout les enjeux aujourd'hui qu'il y a en Afrique, je pense que Bolloré, le groupe Bolloré en tout cas, a perdu de son allant, de sa notoriété, de sa superbe aussi, parce que on sait que c'est un groupe qui s'est installé sur une politique France-Afrique en gagnant beaucoup de marchés et en étant hyper protégé par les gouvernements africains et le gouvernement français aussi de part et d'autre. C'est une grosse entreprise, c'est un grand groupe. Et les grands groupes souvent sont protégés parce que ce sont justement des groupes où l'État français surtout y trouve son compte. Aujourd'hui, la donne a changé parce que quand on prend la dynamique actuelle de l'Afrique, que ce soit sur le plan politique, le plan économique, le plan lié à la diplomatie également, la dynamique africaine change constamment. Et c'est factuel aujourd'hui. Le groupe Bolloré s'est empêtré aussi dans pas mal d'affaires par le passé et ça les rattrape. On parle notamment d'un procès en France pour corruption du président du groupe, même le président éponyme Bolloré, donc, qui serait poursuivi dans le cadre d'une affaire de corruption au Togo. Donc ça, ce n'est qu'une affaire isolée parmi tant d'autres qui sont en train de revenir constamment. La gestion du groupe, en tout cas en Afrique, prête vraiment à polémique. Et je crois que MSC se relève quand même comme un véritable challenge parce que MSC, c'est un groupe qui est beaucoup plus discret, qui est beaucoup plus... En tout cas, les écoutants hein, surtout, c'est un groupe qui veut véritablement s'investir en Afrique en prenant en compte les intérêts des Africains. Mais ça, ce n'est qu'un discours. On verra si dans les mois qui vont suivre, ce discours va changer. Enfin, non, ce discours va se matérialiser. On verra si ce discours va vraiment se matérialiser ou si ça va être juste Bolloré qui a juste changé de nom. D'accord. En mettant en place les mêmes... Alors, avec la disparition de Bolloré au niveau de certains ports africains, cela va entraîner la suppression de 250 agences, 22 concessions portuaires et ferroviaires, soit 66 ports et 2 terminaux fluviaux. Alors, peut-on dire que c'est un symbole de la France-Afrique qui est en train de s'écrouler un tout petit peu? C'est une façon de voir qui ne serait pas erronée, dans le sens où les acteurs économiques de grande envergure sont toujours accompagnés par les hommes politiques. Et il est clair que si la France n'arrive plus à défendre comme il se devrait ses intérêts économiques dans une partie de l'Afrique, il est clair que les acteurs économiques français aussi éprouvent une certaine difficulté à tenir bon dans de pareilles circonstances. Maintenant, est-ce que la capacité de gestion économique efficace ou effective d'un acteur économique peut subsister à des frustrations politiques? Oui. Et donc, ce qui nous amènerait à conclure que
il ne s'agit pas juste du fait que la France ait des difficultés politiques qui ont amené Bolloré à être en train de disparaître, du moins le nom Bolloré, en train de disparaître des ports, mais que c'est surtout aussi l'implication de ce groupe-là dans des affaires qui ne sont pas de nature à encourager la société civile africaine à continuer ses relations avec le groupe Bolloré. Mais il faut dire que la grosse question qu'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que c'est le système Bolloré qui s'en va ou c'est simplement le nom qui est en train de disparaître. Parce que MSC, qui est en train de racheter les actions ou les actifs de Bolloré, va devoir faire subsister ses intérêts. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que MSC change le mécanisme Bolloré et arrive à tenir bon et avoir des retours sur investissement suffisamment convaincants pour subsister? Parce que c'est énorme. Quand on parle de Bolloré, vous avez fait un état des lieux tout à l'heure avec des chiffres, mais ça va au-delà de ces chiffres dans la pratique ou dans le quotidien de ces pays africains où Bolloré s'est retrouvé installé. Est-ce que MSC pourra changer le système Bolloré et continuer à subsister? Si la réponse à cette question est non, MSC va devoir faire avec le mécanisme que Bolloré a eu à installer en Afrique pendant des années et peut-être qu'on serait simplement en train de changer de nom, mais pas réellement changer le système qui cause du tort en griffe, selon les révélations, qui cause du tort aux pays africains et à leur peuple. Alors, pour sortir de ce sujet, avec cette disparition ou ce départ de Bolloré des ports africains, est-ce que c'est un ouf de soulagement pour les ports africains? Non, je ne pense pas, parce que, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est juste pas un changement de couverture et l'intérieur restera le même? Donc vous craignez que ce soit toujours lui qui soit derrière, le groupe qui soit derrière? Les groupes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Déjà, AGP qui va s'occuper du transport ou du flux maritime en Afrique, qui est une filiale du groupe MSC, AGP va utiliser la logistique de Bolloré, le personnel de Bolloré et bien entendu les compétences acquises sur le terrain de Bolloré. Et ça, on ne change pas ça du jour au lendemain. Donc il va falloir travailler avec ceux qui sont en place, peut-être continuer avec un système qui pourrait peut-être aboutir encore à une... Enfin, tout ce qu'on évite. Exactement. Voilà. Exactement. Et j'allais citer un exemple très important, l'exemple de Elf. Vous savez, Elf était une grosse multinationale, un grand groupe français qui a disparu aussi. Du jour au lendemain. Exactement, parce qu'il y avait des affaires qui étaient sorties de part et d'autre. Pétrole avec le Congo et autres. Ensuite, Elf est devenu Total. Et le Total, aujourd'hui, n'a pas changé de politique. Le nom a changé, les têtes ont changé. C'est devenu quand même Total Énergie. C'est devenu Total Énergie, mais avec le même objectif qu'Elf. Le même procédé. Multinational qui n'a que pour intérêt que ses propres intérêts. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas se leurrer ni se voiler la face. MSC, c'est un groupe. Et l'intérêt d'un groupe est économique. Ils vont d'abord travailler pour rehausser leurs avantages. Il n'y a pas d'amitié dans le business. Je pense que ça va être une continuité, mais on reste prudent pour voir si ce discours de transparence que leurs différents directeurs ou présidents ont évoqué sera une réalité. Wait and see, comme disent les Anglais. Troisième sujet de cet après-midi, aide pour l'Ukraine. Le FMI valide un plan de 15 milliards de dollars. Alors, l'Ukraine qui reçoit une nouvelle aide financière, mais cette fois du FMI. Oui, le FMI, la question qu'on doit se poser, c'est qui? Quand on dit le FMI, on voit déjà les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Y compris la Russie. Y compris la Russie, mais la Russie, à quel pourcentage aujourd'hui? Et on comprend. Est-ce que vous voyez la Russie dans sa dynamique, même présent au FMI, contribuer à ce que l'Ukraine soit financée? Oui, mais est-ce qu'on va demander son avis? On va puiser et puis après il va rembourser. C'est pour vous montrer que même si la Russie est plus ou moins présente dans ce système de financement mondial, je vais dire encore dans ce système d'investissement mondial, parce que ce sont des investissements plutôt que de simples financements, même si la Russie est présente, elle n'a pas forcément son mot à dire dans le mécanisme. Et les autres acteurs, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit les autres pays de l'Europe,
ont une capacité de financement importante, une réserve qui se retrouve au FMI et qui les arrange. Passer par le mécanisme du FMI pour apporter une aide à l'Ukraine est naturellement beaucoup plus rentable pour ces acteurs que de continuer à puiser dans les ressources nationales pour épauler l'Ukraine. Et il faut dire que c'est aussi un signal. C'est un signal qui montre que les ressources nationales dans lesquelles ces différents acteurs de la scène internationale ont eu à puiser pendant longtemps pour financer et apporter l'aide financière à l'Ukraine semblent être en train de s'épuiser. Et donc, on ne peut plus se permettre, au risque de se retrouver dans une situation où vous avez votre population ou vos différentes institutions, que ce soit parlementaires ou même de surveillance budgétaire, commencent à poser des questions très très gênantes, au risque de se retrouver face à cette situation. Ils ont intérêt à faire passer le soutien maintenant à l'Ukraine, le soutien financier à l'Ukraine, par une institution comme le FMI. Mais la question qu'on doit se poser, c'est s'ils en arrivent à faire cela, est-ce qu'il est possible qu'ils imaginent dans leurs différentes têtes un scénario où l'Ukraine ne sera pas en mesure de rembourser? La réponse à cette question, c'est non. Et donc, cela pourrait présager d'une possibilité d'enlisement de la guerre en Ukraine ou peut-être de prochaines négociations pour que la dette ne soit pas très colossale et qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Et donc, cette nouvelle dynamique est peut-être la dynamique qui va amener les différents acteurs à réfléchir autrement vis-à-vis de la question de la guerre en Ukraine. Alors, justement, en parlant de réfléchir autrement, le FMI déclare que cette aide de 15,6 milliards de dollars va permettre au premier temps à l'Ukraine de pouvoir consolider son budget. Oui, et ça remonte plusieurs paradoxes et plusieurs incompréhensions de ma position parce que le FMI est censé être un fonds monétaire international. Je me pose une série de questions. Normalement neutre. Hein? Normalement. Première question. Non, oui, allez-y. Première question. Depuis quand le mécanisme économique mondial ou monétaire s'intéresse au financement d'une guerre? C'est une question. Et il est important que cette question reste dans toutes les têtes. Deuxième question. Depuis quand les institutions financières sont désormais politisées? Parce qu'on ressent clairement... Enfin, si le FMI accorde 15 milliards de dollars à l'Ukraine sur un fonds de guerre pour soutenir la guerre, justement, c'est que le FMI a pris position. Le FMI a pris position et ça, c'est contre les tests. Et ça rejoint ma troisième question, c'est-à-dire le multilatéralisme qu'on a prôné comme étant l'alternative depuis 1945 pour maintenir une certaine stabilité dans le monde, qui a conduit d'ailleurs à de petits, de petites institutions au sein du multilatéralisme de l'ONU, avec le PNUD, et j'en passe, et avec la création de ces institutions de Bretton Woods aussi allant dans ce sens, eh bien, est-ce que ce multilatéralisme n'est finalement pas un carton-pâte, c'est-à-dire le reflet de quelque chose qui ne va pas exister? Et là, ça devient inquiétant dans la mesure où plusieurs États membres de la communauté internationale, du FMI aussi, participent de façon directe ou indirecte à ces financements, au détriment de la Russie, bien entendu. Moi, je trouve que cette guerre en Russie n'est pas terminée, mais cette guerre révèle en quelque sorte la fragilité des institutions multilatérales, la fragilité du multilatéralisme et forcément aussi la fragilité de l'équilibre de ce monde. Je pense que ce monde n'est plus conduit par la même dynamique qu'il y avait il y a quelques années, c'est-à-dire on va faire semblant de s'entendre, tout le monde réuni au sein du Conseil de sécurité permanent, c'est-à-dire deux forces, les forces de l'Occident, les superpuissances de l'Occident d'un côté et de l'autre la Chine et la Russie. Donc ça va participer à ce que Bismarck appelait l'équilibre de la puissance. Mais tout ça se révèle finalement faux parce qu'on voit que cet équilibre de puissance n'est qu'un équilibre de puissance factice. En réalité,
c'est beaucoup plus trompeur. Et je pense que si on continue sur cette dynamique, le monde va basculer dans une phase qu'il va être difficile de rattraper. Ceci étant, Vous chutez par là. oui, je vais D'accord. finir là-dessus, sur cette question. Ceci étant, c'est que la guerre en Ukraine ne sera jamais, enfin, ne va pas trouver son aboutissement dans le financement armé. Ça, parce que ces fonds vont servir à quoi? À acheter des armes, à acheter des équipements militaires. Et ça va être dramatique parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, le bilan, en tout cas militaire de l'Ukraine dans cette guerre est lamentable. Et on va continuer jusqu'à quand? Point d'interrogation. Alors, pour sortir de ce sujet ukrainien cet après-midi, en tant que consultant géopolitique, dites-nous un peu, est-ce que cette guerre en Ukraine pourra nous traîner jusqu'en 2025? Ce serait, mais c'est un travail de devin et non de consultant. Allez-y quand Que de même, hein. dire. Ne vous gênez pas. Ah ben ça va être compliqué parce qu'il y aura des consultations plus tard et je ne pourrai pas réussir. Non mais la question que vous posez est pertinente et la réponse est c'est possible. 2025, c'est dans 2 ans. Hein. C'est dans 2 ans, Voilà. c'est possible. C'est demain, là. Maintenant, la question c'est est-ce que les différents acteurs ont la capacité de supporter jusqu'en 2025? Et pour répondre à cette question, il faut voir d'abord les acteurs eux-mêmes, où est-ce qu'ils seront en 2025. La plupart d'entre eux auront déjà eu des élections qui auront changé énormément la dynamique. Bah non, quand vous parlez d'élections, si on prend par exemple le cas de la Russie, à supposer qu'il y ait élection l'année prochaine, vous voyez quelqu'un remplacer Vladimir Poutine. Quand je parle Je ne des suis pas acteurs, des Occidentaux. quand je parle des acteurs, je ne m'intéresse pas forcément aux acteurs Direct. directs. Parce D'accord. que même M. Zelensky, si d'aventure il y avait une élection, il peut présager du fait qu'il y a un état d'urgence ou bien une situation qui ne permet pas au pays d'organiser des élections. Il restera en C'est place. ce qui est vrai d'ailleurs. Effectivement, et restera en place jusqu'à ce que la situation soit stable. Maintenant, quand vous regardez les autres acteurs qui sont censés être dans des situations stables, mais qui contribuent énormément à la qualité de la guerre. Je parle de qualité parce que si on en est Pas de la jusque-là, quantité. si on en est jusque-là, c'est grâce à ce soutien, que ce soit financier ou politique, de part et d'autre. Ces acteurs, aux États-Unis, on risque d'avoir un changement. Déjà qu'on a un changement au niveau des différentes chambres, particulièrement le Congrès, où les républicains sont en tête. En France, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a une fragilité de l'appareil politique française, surtout au niveau des différentes émeutes. On ne sait pas encore jusqu'où cela peut amener la France. Quand vous regardez le Royaume-Uni, quand vous regardez les autres acteurs que sont la Chine, la Chine, on sait déjà où se trouve la Chine dans sa dynamique. Tous les autres acteurs vont se retrouver dans des situations plus ou moins compliquées des développements. Et ces développements sont tellement compliqués aujourd'hui qu'on a besoin de faire recours au FMI pour financer. Le FMI ne vient pas dans une dynamique de financer la guerre de façon officielle, mais vous et moi, on sait que la gestion de ces fonds, d'une façon ou d'une autre, va entrer forcément dans la gestion de cette guerre. Et donc ça, c'est un problème. Mais il y a une chose qui est pertinente dans ce recours au FMI. Et au passage, je tiens à vous faire remarquer que le FMI a toujours été politique. C'est des investisseurs. Ce sont pas... C'est pas des enfants de cœur. Voilà. Et c'est des investisseurs maintenant représentés par des États qui n'ont que d'intérêt. Et si on s'en tient donc à cette conception de ce qu'est l'État et de ce que représentent les institutions financières, il y a de la politique à fond. Si la politique ne permet pas d'analyser un retour sur investissement intéressant, on n'y va pas. Ou si on doit y aller, il y a des conditions qu'on pose. Mais quand on regarde ce qui se passe avec le FMI aujourd'hui et l'Ukraine, je suis d'accord avec vous que les autres acteurs qui sont d'une façon ou d'une autre impliqués ont pesé de tout leur poids pour que le FMI fasse ce geste assez intéressant. Parce que de l'autre côté, il y a des pays sur d'autres continents qui ont besoin aussi de financement, mais n'ont pas forcément le financement à cette hauteur et dans de pareilles conditions. Ni aussi rapide. Ni aussi rapidement. Et donc, aujourd'hui... Politique de 2 poids 2 mesures. On peut se retrouver en 2025. Mais il y a aussi l'autre alternative qu'on n'y arrive même pas. On n'y arrive même pas si d'aventure les différents acteurs se rendent compte parce que si on dit 15 milliards, où est-ce que le FMI trouve ces 15 milliards? Et qu'est-ce que ces 15 milliards apportent concrètement à l'Ukraine
dans sa gestion d'abord de son budget, et histoire ensuite, de payer les fonctionnaires. oui, et dans sa gestion de la guerre. L'effort de guerre. Est-ce que ce financement peut permettre à l'Ukraine de tenir jusqu'en 2025? J'en doute. Lorsque je regarde la quantité d'argent qui a déjà été déversée en Ukraine, mais qui continue de ne pas suffire, surtout lorsqu'on regarde le coût des munitions qui doivent être utilisées par les différentes armes qui ont été envoyées à l'Ukraine. Quand vous regardez tout ceci, vous voyez une fin peut-être rapide de cette guerre où les acteurs vont devoir s'asseoir et négocier. Mais si vous regardez peut-être la capacité de financement qui se cache peut-être ailleurs des différents acteurs, on peut se retrouver en 2025, ce qu'on ne souhaite pas forcément. Et je vais Troisième rajouter- sujet de cet je vais après-midi. rajouter, si vous permettez. Oui, très rapidement. Qui va payer tout ça? Finalement, qui va payer tout ça? C'est nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les institutions de Bretton Woods, si cette guerre se termine, vont se retrouver extrêmement fragilisées, qu'il y ait de gagnants ou de perdants. Parce que dans tous les cas, Ils seront fragilisés, mais ils ne seront pas banqueroutes. Hein, Ah, mais qui le dit? Qui dit pas le contraire? Qu'est-ce qui nous prouve que ces institutions ne vont pas disparaître du jour au lendemain? Qui est-ce qui nous dit que le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, enfin tous ces groupements de Bretton ne vont pas disparaître du jour au lendemain? C'est une grosse question qu'il faut se poser. S'ils disparaissent, on ira tous au niveau de la Banque arabe, hein, Oui, la c'est Banque possible. islamique de développement. Hein. Bien sûr. Et là, là-bas, il y a des pétrodollars, Hamzat. Il y a des pétrodollars de ce côté-là. D'accord, dernier sujet de cet après-midi avant de boucler la boucle. Là, nous sommes au Brésil après plusieurs mois d'absence. L'ancien président brésilien rentre enfin dans son pays. Jouer un rôle politique important dans son pays, c'est la raison liée au retour de ce dernier. Vous avez la parole, vous la gardez. Hein. Déjà, Jair Bolsonaro n'a qu'une seule patrie, le Brésil. Donc, je trouve légitime pour lui vous en avez de combien rentrer chez lui. Je n'ai Pour le qu'un moment. seul pays. Je n'ai qu'un seul pays. Donc, c'est une légitimité pour lui de retourner chez lui, d'être en paix avec lui-même, parce que depuis le scrutin présidentiel, le dernier scrutin C'est un présidentiel... peu gros, hein, être en paix avec lui-même. Vous croyez qu'il est en paix avec Oui, lui-même? parce que pour être en paix avec soi, il faut véritablement retourner chez soi. C'est fondamental, surtout pour un politicien, surtout pour un ancien président. Quand vous allez voir un peu dans les processus démocratiques, après une élection présidentielle perdue d'un ancien président, même quand il fait le tour du monde les mois qui suivent, il est très important pour lui par la suite de retourner chez lui. Je donne l'exemple de Sarkozy par exemple. Il avait dit après la présidentielle, si je perds, je laisse la politique. Il a fait des tournées dans les hôtels au Maroc pendant des mois, mais finalement il est revenu en France. Bah oui, c'était pas pour parler de cuisine non plus là-bas. Hein. Je sais, mais voilà, de toute façon, on n'est jamais mieux que chez soi. Et ça, c'est la première chose, le premier choix de Bolsonaro. Deuxième choix, bien entendu, la politique est une continuité. Et je pense que la perte des élections, c'est vrai, il a eu le temps de penser ses blessures. C'était de justesse, hein, de toute façon. Est-ce qu'on les pense vraiment, ces blessures? Bon, c'est une question qui demeure posée, mais je crois que ça va aller dans le sens où ce retour va lui permettre de terminer, de cicatriser ses blessures. Parce que je crois qu'il a le temps quand même de commencer le processus. Donc, dans cette dynamique, ce retour va lui permettre de retrouver sa dynamique politique, de retrouver son bord politique et, si possible, de se relancer. Parce que 2026, c'est pas tellement loin. Hein. Donc, ça peut lui permettre de rebondir sur ses pattes. Troisième chose, c'est que on ne fuit jamais la justice parce que, vous savez, Jair Bolsonaro est accusé. Je crois qu'il y a une demi-douzaine d'accusations contre sa personne durant sa fonction et même après parce que durant le processus des élections, les émeutes auraient été instrumentalisées. En tout cas, il y a des juges qui se pensent sur la question. Donc, il est important pour lui aussi de participer au processus de clarification de ce qui s'est passé, le processus de vérité. Donc, il est très important pour lui, en tant qu'ancien président, en tant qu'homme politique, de rentrer pour justement être en face des juges et leur dire ce qu'il sait pour laver son honneur. Justement, et pour qu'on ne le prenne pas pour un traître. D'accord, et je crois que, je vais finir là-dessus, je crois que Jair Bolsonaro va être une arête, je vais dire, dans la gorge de
de, de Lula, le nouveau président, qui cherche toujours ses repères pour pouvoir mieux gouverner un Brésil divisé. Alors, Morgan, retour oui. Mais alors, il est dans le collimateur de la justice. Est-ce que le fait d'être dans le collimateur de la justice pourra permettre à ce dernier de vaquer librement à ses occupations, de réeffectuer un retour en politique? Lorsque j'écoute cette question, je pense automatiquement à celui qui dirige le pays actuellement. Il a dû faire face à la justice. Il a même dû faire face à la justice de façon assez extraordinaire. Drastique, et personne d'ailleurs. ne pouvait penser qu'il puisse revenir à la tête du Brésil. Et donc, pour répondre à votre question, c'est possible, puisqu'il y a jurisprudence dans le même Oui, pays. mais Lula n'est pas... Chacun son destin. Chacun a son destin. Et c'est ce qui me permet d'aborder le deuxième aspect de la réponse. Et ce deuxième aspect vise à mesurer le degré d'implication dans les différentes procédures judiciaires ou le degré de culpabilité de M. Jair Bolsonaro. Non seulement son degré de culpabilité, mais sa capacité à se trouver, du moins à avoir les avocats suffisamment outillés pour défendre ses intérêts et faire en sorte que la justice accepte. Vous savez, il y a une question de vérité, de justice, qui est une question éternelle de débat, on ne va pas dire théologique, mais de débat de scholars. C'est-à-dire les experts dans le domaine se permettent de débattre de la qualité de la justice. Est-ce que la justice est réellement une justice? Et donc cela, je vais laisser ce débat aux experts, mais je viens simplement dire que tout résidera dans la capacité de Jair Bolsonaro à avoir des avocats qui pourront défendre ses intérêts et montrer qui n'est pas coupable dans toutes ces affaires, dans toutes ces procédures. Et cela va prendre des années. Est-ce que cela va déboucher sur un retour en politique? C'est possible, mais ce n'est pas gagné d'avance, puisque lorsqu'on regarde son comportement, battu immédiatement dehors et revenu plus tard. Et on sait comment il est parti. Il est parti dans une dynamique assez... pas du tout. Quelque chose, exactement. Et ça, c'est important. C'est rester dans la tête des Brésiliens. Contrairement à Lula, lorsqu'il a perdu et qu'il fallait faire face à la justice, il a décidé de faire face automatiquement à la justice. Il a fait face à ses responsabilités. Donc, c'est des paramètres qui permettent de dire aujourd'hui que la probabilité de chance d'un retour triomphal de M. Jair Bolsonaro dans l'arène politique du Brésil est très faible, mais il a toutes ses chances de se retrouver dans l'arène politique du Brésil et d'avoir son importance, même si ce n'est pas de façon triomphale comme Lula. Retour dans la politique, oui. Un os dans la gorge de Lula, oui. Mais avec près de 16 enquêtes devant la justice, est-ce que vraiment, il pourra vraiment jouer son rôle principal d'opposant comme il le faut? J'aurais préféré l'arrêt dans la gorge parce que, vous savez, l'eau, c'est difficile à enlever. L'arrêt, par contre, ça peut se faire, et plus simple. Et je crois que il ne va pas tellement donner de nuit blanche à M. Lula parce que je crois qu'il va prendre déjà pour résolution de se ranger pendant un bon moment, affronter la justice, essayer de reconstituer sa force politique, essayer de reconstituer aussi sa stratégie politique, parce que ce qui est certain, et il a dit, il n'est pas prêt pour laisser tomber la politique. Je crois pour ma part que ça nous laisse plusieurs leçons. Les États qui ont basculé vers le nationalisme, les États qui ont basculé vers une souveraineté accrue et très forte, finalement, ils laissent des États, bien sûr, quand le gouvernement part, finalement, ils laissent des États divisés, des États fragmentés. Et l'exemple type est celui des États-Unis. Et le Brésil aujourd'hui, qui se retrouve aujourd'hui divisé, même au plus profond de la fonction publique. Ça nous donne des leçons importantes sur le culte de ces personnes qui essaie de mettre en avant la souveraineté, le nationalisme et j'en Mais est-ce passe. que dans ce contexte, par exemple, du nationalisme, est-ce que ça ne pose pas un problème de culte de personnalité plutôt que d'idéologie? Absolument. Parce que vous allez retrouver des institutions fragilisées. Donald Trump a fragilisé les institutions. C'est vrai, on dit souvent les institutions aux États-Unis sont très fortes. Et c'est d'ailleurs ce qui a sauvé les États-Unis.
Ça, c'est une certitude. Mais l'autre certitude, c'est que Donald Trump a fragilisé tout de même ces mêmes institutions en mettant plus en avant sa personne, en mettant plus en avant, et même son parti a été, je vais dire, perdant dans cette histoire. Donc, en fragilisant même ses propres positions et en faisant en sorte que au sein même des républicains, ils soient divisés. Et ça, c'est un véritable problème. On doit plus retenir, et ça, je vais finir là-dessus, on doit retenir que la politique du nationalisme, de l'extrémisme, c'est une politique qui est vouée à l'échec. Ça marche, mais pour un temps. Mais après ce temps, vous allez retrouver vos réalités, et là, c'est difficile de réparer les verres qui sont cassés. Ce qui est certain, il faudrait que les politiques, où qu'elles soient en Europe, en Occident, en Afrique, puissent pouvoir trouver le juste milieu entre les réformes qu'ils veulent orchestrer. Ce n'est pas parce que vous avez des migrants, par exemple, chez vous, qu'il faut prendre une position drastique en amenant au pouvoir un extrémiste qui va absolument tout casser. Il va casser tout ce qui a été gagné sur le dos de cette démocratie qui est fragile finalement. Je pense que le Brésil, en tout cas avec Lula, va essayer de retrouver cette stabilité, même si ce n'est pas encore donné. Si tu par là, très rapidement. Oui, par rapport à cette question de culte de personnalité, je pense qu'il faut quand même mettre quelques gants. Parce que les États-Unis, c'est vrai, accuser Donald Trump, c'est exagéré. Parce que le système aux États-Unis est un système assez fort. Il a représenté des Américains. Et je pense que cela entre dans le processus normal d'évolution de toute démocratie. Vous savez, quand vous faites beaucoup d'ouverture démocratique, à un moment donné, vous obligez un certain nombre de personnes à avoir une montée de nationalisme. Et donc, c'est très important pour clarifier ce système-là. Tout n'est pas à mettre sur le dos des systèmes nationalistes, mais c'est le cours normal de l'évolution de tout cycle démocratique. Voilà, c'est avec cette intervention de Morgane Assogba Metonji que nous mettons en terme à notre émission Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Mali, nous avons parlé des ports africains qui seront bientôt hors de portée du groupe Bolloré. Nous nous sommes rendus en Ukraine qui a reçu une aide de 15 milliards de dollars de la part du FMI et nous avons clôturé par le Brésil avec le retour de l'ancien chef d'État après s'être résidé aux États-Unis pendant quelques mois. Fin stop, retrouvons-nous lundi prochain quand il sera 16h.